Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si ces 33% s'appliquent à l'intégralité du trajet ou uniquement sur les portions des déviations de Soualle et de Pulleran. Donc là, il serait intéressant de voir quel impact ça a au niveau économique, en termes de sommes financières ça engage. C'est vraisemblablement plusieurs centaines de millions d'euros à terme. Alors il y a plusieurs problèmes dans cette non-décision en fait. Déjà, il est exceptionnel de réouvrir une instruction suite à une note en délibéré après une audience. Aussi tardive soit-elle, elle a été donnée au tribunal administratif une semaine, voire 10 jours après l'audience, et le tribunal se permet de reprendre l'instruction sur ce fait nouveau. Donc déjà, le caractère exceptionnel, on est habitué avec le dossier A69, mais là, encore une fois, on a encore l'exemple typique. Ce qui ne va pas dans la forme, c'est que cette non-décision va nous empêcher de faire appel éventuellement sur cette décision. Et donc pour nous, ça aurait été l'opportunité de faire suspendre les travaux. Cette non-décision permet aux concessionnaires et à l'État de poursuivre le chantier sans aucun problème, puisque aucune décision n'a été prise. Donc ça, pour nous, c'est un problème de forme qui est absolument qui est scandaleux. La deuxième chose, le fait nouveau du prix n'est en aucune manière lié à l'autorisation environnementale sur lequel les débats sont instruits depuis 1 an et demi. Le prix n'est pas un argument de raison impérative d'intérêt public majeur, on l'a dit et répété, et c'est même la préfecture qui l'a mentionné dans son arrêté préfectoral donnant autorisation le 1er mars 2023, on vous l'a mis dans le communiqué de presse. Il considère que la réserve numéro 1 qui avait été levée par la commission d'enquête, qui demandait déjà à ce que les prix du péage soient baissés de 33%, cette réserve a été balayée par les préfectures, disant que c'était un acte, c'était des considérations extérieures à la légalisation de l'acte de l'autorisation environnementale. 1 an et demi, ils reviennent sur cette disposition-là, et c'est sur ce fait-là que la justice, le tribunal administratif, se permet de réouvrir les débats, considérant que c'est un fait majeur. Bon, mais là on ne comprend plus, en fait, on a l'impression qu'on se moque vraiment de nous. On comprend pas, en fait. Normalement, ce prix, cet argument-là n'avait même pas été relevé par la rapporteure, la magistrate indépendante qui avait donné les détails de ses conclusions le 25 novembre dernier. Elle n'a pas jugé bon de mentionner le prix pour dire que ce projet-là n'est ni d'intérêt public ni majeur, puisqu'il avait suffi de dire que c'était une autoroute conforme. Je ne reviens pas sur les arguments qu'elle avait développés à ce moment-là. La troisième chose, c'est que si l'État s'engage, alors c'est le ministère qui apparemment s'est engagé à baisser ce prix du péage, ça veut dire que le montage financier du projet est obsolète. S'il est obsolète, ça veut dire que ça remet en cause le contrat de concession. Donc il va devoir y avoir un avenant au contrat de concession, ce qui veut dire que si l'État doit abonder de plusieurs centaines de millions d'euros, non seulement on revient sur la subvention d'équilibre qui avait été balayée aussi lors de la négociation du contrat avec Atosca en 2021, donc on reviendrait à des dispositions financières équivalentes il y a 3 ans. Ça veut dire qu'en fait, on se demande comment NGE a eu le contrat de concession. On a toujours cru que c'était parce qu'il avait réussi à diviser par 10 la subvention d'équilibre. Là, on revient à une subvention d'équilibre public à la même somme qu'avant. Donc on se demande si, lors de l'appel d'offres du contrat de concession, on demande si la concurrence a été respectée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut dire si l'État abonde de plusieurs centaines de millions d'euros, ça veut dire que c'est tout le monde qui va payer. C'est-à-dire que tous les contribuables, même ceux qui ne vont pas prendre l'autoroute, vont devoir payer pour cette autoroute-là. Je vous rappelle quand même que cette autoroute est quand même extrêmement impopulaire, pas uniquement dans le Sud-Tard, mais bon. Ensuite, comment l'État peut s'engager actuellement sur abonder en fait dans ce projet-là, alors que même le commissariat général d'investissement avait dit qu'il était peu probable qu'il soit rentable. Donc l'État va donner de l'argent à un projet qui potentiellement ne va pas être rentable, donc ça c'est un problème. Et je vous rappelle aussi la situation économique actuelle et financière,
où il n'y a quand même plus beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Donc là, on est en train de s'acharner, quand je dis on, c'est l'État, on est en train de s'acharner sur un projet, sur un panier percé, en fait, encore une fois, sur un projet qui est complètement inutile. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les arguments qu'on développe depuis des années. Voilà. Donc, Michel Costado, Confédération Paysanne du Tarn. Là, je voudrais juste rappeler que quand on parle de dégâts, effectivement, tout le monde considère qu'il y a déjà eu des dégâts, mais encore, c'est rien par rapport à ce qui est prévu. D'accord? C'est-à-dire qu'une autoroute, c'est des zones industrielles, des lotissements, des raccordements, des centaines d'hectares qui vont à nouveau quitter l'agriculture. Donc la Confédération Paysanne, non seulement elle était contre ce projet dès le début, là, on avait une occasion légal, on peut dire, d'arrêter les dégâts, de stopper les dégâts, et en fait de réfléchir à un aménagement un peu plus, comment dire, cool de la liaison Castres-Toulouse. Et là, le tribunal relance la machine, et effectivement, on sent que derrière, il y a d'autres intérêts que les nôtres, mais c'est vraiment quelque chose contre laquelle la Confédération Paysanne continue et continuera à lutter. Moi, en tant que chef d'entreprise dans la région de Castres, je redis ce que je dis depuis 15 ans, c'est-à-dire que je pense que le développement de nos entreprises ne passe pas par une autoroute. C'est le développement, il est lié à des hommes et des femmes qui s'engagent pour créer des écosystèmes résilients. Voilà. Je suis très, très attachée au fait de dire que on nous fait croire que de vivre au tout trou du cul du monde, qui est Castres, qui est un endroit sinistré, dans lequel on suit la misère, etc., qu'on ne peut vivre que si on est relié à Toulouse d'une manière rapide. Eh bien, je suis désolée. Je suis heureuse de vous dire qu'on est heureux de vivre chez nous et qu'on n'a pas besoin de rejoindre Toulouse en 10 minutes de plus. Et puis je trouve, en tant que chef d'entreprise, qui est un souci permanent d'avoir des activités rentables, je trouve qu'on a un modèle économique qui n'est pas rentable, et pour moi ça me désole qu'on fasse des projets alors qu'on sait que minimum 10 000 euros, c'est la COI qui l'a dit en 2023, 10 000 voitures par jour, on est loin du compte, donc on sait que ce projet ne sera jamais rentable et on continue à s'obstiner, ça veut dire que c'est nos impôts qui vont payer ça et moi je ne suis pas d'accord. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir Thomas du groupe national de surveillance des arbres. Alors oui, on est un petit peu abasourdi par ce rebondissement. On pensait ce soir être fixé sur la fin du match, oui, non. Et ben, en fait, on se retrouve dans des prolongations qu'on n'a pas désirées, si ce n'était que ça encore. Mais ces prolongations, pendant ces prolongations, les travaux vont continuer. Ils vont pouvoir après se tarier du fait que tout est beaucoup trop avancé pour qu'on arrête. En fait, il faudrait être OK, la justice doit faire son œuvre, prendre son temps, mais à ce moment-là, il nous faut un moratoire. Il faut qu'on touche à rien. Le temps qu'on est décidé, ça fait déjà 1 an et demi que tout avance, alors que tout peut être interrompu par des décisions de justice bientôt. Donc on demande un moratoire le plus rapidement possible, dès maintenant. Françoise pour Blandel, pour l'UPNET, l'Union de protection des natures et l'environnement du Tarn, opposée depuis moultes années. Dès le départ, on a participé au débat pour au débat de la Commission nationale pour un débat public, où déjà on avait fait des propositions. Il y avait d'autres solutions que de sacrifier à la fois les terres agricoles, mais aller aussi à l'encontre de tous nos intérêts qui sont saccagés dans un contexte de réchauffement climatique, d'affaissement de la biodiversité. Pour nous, c'est incroyable. C'est une pratique inédite de la justice que de remettre tout en débat pour un détail si mineur. Et je rejoins donc tout le monde pour dire il faut un moratoire maintenant, tout de suite. Bonjour, je suis Bernard Pingrandou, le actuel propriétaire du château de Scopron, à Morez-Scopron. Et je représente aussi l'association du château, plus la demeure historique, plus les vieilles maisons françaises, plus le site et monuments de Paris,
plus la société archéologique du Pays de la France, dont un des propriétaires a été le président et fondateur. Je suis particulièrement touché, très attristé et vraiment profondément ému de voir ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression de vivre dans un autre monde. Les 3 monuments qu'il y a sur le site sont classés. Le plus fort classement, c'est le pavillon néo-gothique romantique. Et puis je découvre comme ça du jour au lendemain que l'autoroute s'installe à 180 mètres. Alors en fait, on a volé mon identité, on a pris ma feuille d'impôt, et on a changé le nom du château, et puis on a mis un autre propriétaire. C'est moi qui ai découvert tout ça. Je suis en colère, je m'en excuse, et je suis profondément déçu. Pour moi, c'est pas de la démocratie, tout ça, c'est du travail à la hussarde. Je dors pas la nuit. Je suis déçu et dégoûté. Voilà, j'ai signalé, ça fait 2 ans que je signale, j'ai écrit au préfet, aux 2 préfets, je leur dis ce qui m'est arrivé, je leur raconte, j'écris tout ça, je demande des rendez-vous avec l'ancien propriétaire, et ça fait 2 ans que personne ne répond. J'ai envoyé 150 lettres recommandées avec lettres de réception, c'est factuel, j'ai reçu que 2 réponses. Donc maintenant, j'ai décidé de prendre un avocat, de poursuivre au pénal, pour voir ce qui s'est passé, comment ça se fait que cette autoroute est à 180 mètres au lieu d'être à 500 mètres. Voilà, d'autant plus que, je le dis, je sais bien que personne ne va m'en vouloir, hein, là, je savais qu'il y aurait une autoroute qui allait se faire. Je n'ai jamais été opposé contre, parce que je me suis dit, moi je fais ma petite affaire sur le château pour le sauver, et puis que la vie continue pour tout le monde. Mais c'est vrai, dans des conditions comme ça, eh bien, on peut se dire que franchement c'est un véritable gâchis, parce que ça aurait pu être fait mieux en aménageant la route, en aménageant, pardon, excusez-moi, la route actuelle. Et puis que développer voilà, cette région, faire quelque chose qui soit en harmonie. Alors, on a double peine sur le château de Scopan, et c'est là que je ne comprends pas du tout, parce que nous sommes dans un secteur reconnu d'intérêt écologique fort, nous avons des zones humides, et nous avons une plante qui s'appelle la jacinthe de Rome, qui est inscrite au livre rouge des espèces protégées. Et logiquement, il n'y a rien qui peut s'approcher de ça. Alors on n'a plus d'eau, parce qu'ils ont éclaté la nappe phréatique pour faire l'autoroute en bas. Je l'avais déjà signalé à maintes reprises en disant arrêtez, parce que sinon vous allez exploser la nappe, on ne va plus avoir d'eau. Et c'est arrivé, ils ont persisté. Franchement, je suis déçu. Voilà, donc pour l'avenir des arbres aussi, parce que s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Alors c'est un peu le combat de M. Thomas Toumapaille, qui s'est battu pour tous les arbres vivants. Hein, et bien là, on les tue, mais différemment. Disons que c'est écœurant. Voilà. Je suis désolé, j'ai eu beaucoup d'émotions, excusez-moi. C'est compréhensible. Jean-Olivier, président des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, donc juste brièvement, voilà, je pense qu'on est tous à la fois abasourdis et à la fois en colère. Et clairement, ce qui se passe quand même aujourd'hui, à mon avis, est important, parce que, à la fois, là, on ne donne pas raison, mais la juge n'a pas non plus pu donner raison à Tosca et au préfet, parce que l'avis de la rapporteure publique était tellement éloquent que c'est ce qu'elle aurait dû suivre, en fait. Et moi, je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'organise et qu'il faut qu'on arrive à faire reconnaître ça. Et c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'elle a dit, c'est qu'une raison impérative d'intérêt public majeur, qui est exigée par le Code de l'environnement pour avoir le droit de détruire éventuellement des espèces protégées et leurs habitats, c'est quelque chose de plus exigeant qu'une déclaration d'utilité publique. Et là, on a l'ébauche d'une décision aussi claire et franche que ça, qui serait un vrai pas dans le fait qu'on reconnaisse enfin pleinement le Code de l'environnement. Et là, la justice est en train de bugger face à cette évidence-là. Et donc là, on nous fait effectivement une non-décision, donc totalement scandaleuse. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se concerte, mais on a quand même en face donc, une évidence d'une rapporteure publique qui nous dit « ce n'est pas légal, ce chantier est illégal, j'ai analysé le dossier, c'est illégal ». Et on a en face un promoteur qui nous dit « je dois continuer parce que j'ai déjà commencé », qui ne répond pas sur la légalité, il ne répond que sur le fait que les travaux ont avancé. Et là, on a une non-décision qui lui permettrait d'avancer encore plus. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on examine la possibilité de faire cesser les travaux par l'exigence d'un moratoire très fort et par les outils que la justice nous donne. Et on a des outils que la justice nous donne pour éventuellement demander de nouveau la suspension du chantier, du projet. Et là, on n'a pas eu le temps, enfin, c'est pas du tout concerté, donc mais il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser passer, il faut absolument qu'on puisse réagir dans les tout prochains jours. Et puis juste vous dire aussi, et ça sera un autre volet, c'est que par ailleurs, il y a un volet pénal qui est ouvert. Bernard en a parlé, mais c'est aussi le cas sur la crème arbre, c'est aussi le cas sur le risque d'inondation à hauteur de Bagnères. C'est-à-dire que non seulement il y a du forcing du côté administratif, mais il y a aussi
des choses qui relèvent du délit sur plusieurs points et sur lesquels des responsabilités devront aussi être recherchées, sur lesquelles on se constitue partie civile. C'est un autre volet de notre histoire dont on reparlera. Je vais juste compléter peut-être sur la forme. Le tribunal administratif nous a donné 45 jours en fait, pour répondre à la note en délibéré fournie par les préfectures. C'est disproportionné, hein, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a une note en délibéré de 16 pages. Donc c'est majeur, c'est la diminution du prix. Et il nous donne 45 jours pour répondre. On aurait pu très bien répondre en 10 jours. En fait. Donc on voit encore la manœuvre d'essayer de gagner du temps pour que les travaux avancent. Et donc ça veut dire qu'une audience, donc il y aura une nouvelle audience, il y aura un nouveau rapporteur, etc., qui va se dérouler dans 2 mois. Donc ça, c'est pas du tout tolérable. Donc comme le dit Jean, donc on va essayer de trouver les moyens juridiques d'arrêter cette aberration. En fait, il faut bien comprendre aussi que ce que j'ai dit tout à l'heure est peut-être important, c'est-à-dire que d'un côté un magistrat indépendant qui est rapporteur public, qui appelle à l'annulation pure et simple de la RIPM et donc de l'arrêté préfectoral. Et puis aujourd'hui, vous avez une non-décision d'autres magistrats administratifs, ce qui veut dire quand même qu'il y a un doute sérieux sur la légalité quand même de cet arrêté. S'il y a un doute sérieux, c'est que juridiquement, on doit pouvoir faire stopper les effets de cet arrêté préfectoral, c'est-à-dire le chantier, le temps que le tribunal administratif se prononce. Donc on va envisager les modalités juridiques pour faire valoir ce point-là. Ça peut passer par les référés, ça peut passer par autre chose, mais en tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation-là, où on nous met encore sur le fait accompli, sur la non-décision, et en fait, tout ça va arranger, entre guillemets, les affaires du concessionnaire et de l'État, et va tenter encore une fois de nous mettre sur le fait accompli. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un avenant nécessaire au contrat de concession si jamais il voulait baisser le prix du péage. S'ils font un avenant, ça passe devant l'autorité de régulation des transports. Cette autorité de régulation, l'ART, ne se réunit pas tous les jours. Elle va vraisemblablement prendre plusieurs mois, voire 1 an, avant de se prononcer sur cet avenant. Donc ça veut dire quoi en fait? En fait, cette demande de ouverture d'instruction se déguise en régularisation de ce chantier-là, et donc laisse encore plus de temps aux concessionnaires pour finir le chantier sous un argument complètement fallacieux, en fait, qui, je rappelle, le prix n'est pas l'objet majeur de la RIPM. Voilà. C'est ce qu'a dit la rapporteure il y a 15 jours. Voilà. Donc on est dans une situation ubuesque où, en fait, cette non-décision ouvre la boîte de Pandore à n'importe quoi, en fait, en termes juridiques. Hein. Voilà. Donc ce sont ces incongruités sur lesquelles on va réfléchir, et on va certainement déposer une action en justice. Excusez-moi, je veux